Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue pour cette deuxième journée donc, de formation. Je vous demanderai autant que possible, Anté, je vais couper ton micro pour éviter d'avoir trop d'interférences, euh, pour que ça soit plus audible. Je ne sais pas si tu m'entends, André. Si tu peux couper ton micro, Oui, voilà, de telle manière que l'enregistrement soit de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc quatre activités pour ce matin. Euh, et je dirais quatre et demi parce qu'on présentera un petit peu l'activité des livrables qui vous attendent, notamment dans la projection de vos évaluations. Et cet après-midi, donc je me tiendrai donc à votre disposition spécifiquement pour les cahiers d'expérience. Donc je serai donc là on fera donc des entretiens de 10 minutes, un quart d'heure, tout ça pour donc, faire le point où vous en êtes, quels sont vos problèmes, vos difficultés. Euh, je pense que dans l'intérêt collectif, il serait intéressant que tout le monde assiste aux présentations respectives. Cela vous permettrait comme ça d'engranger plusieurs idées, plusieurs pistes, plusieurs réflexions qui seront probablement utiles pour vos propres cahiers d'expérience. Euh, Même si les sujets ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas, la finalité reste la même. Donc, je pense que c'est plus intéressant que on fasse effectivement des entretiens plus individuels, mais que tout le monde ait la possibilité d'écouter tout le monde, euh, toujours dans cette idée de pouvoir donc partager les expériences. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer par l'activité le compte rendu. On va revenir aussi donc sur vos travaux. Et ensuite, on enchaînera par trois autres activités. Une qui est liée au sketchnoting, qui est une prise de notes graphique, et deux autres qui sont liées sur le travail collaboratif. Donc voilà pour la matinée. Donc n'hésitez pas à poser des questions euh, si, euh, si bien sûr le besoin ça me fait sentir. Euh, Jean-Pierre bonjour Franck, je t'avais pas vu, excusez-moi. Euh, donc pour aujourd'hui, on va débuter par le compte rendu. Euh, Comment on doit réaliser un compte rendu donc de visite. Euh, il y avait une proposition, vous étiez libre de le faire ou pas sur le précédent travail. Certains s'y sont essayés, d'autres ont fait des propositions donc différentes. L'objectif aujourd'hui, c'est essayer de voir, et dans le prolongement aussi des travaux qu'avait fait donc, Polo en janvier 2020, on va revenir sur la manière donc de rédiger ce compte rendu. Et on va le faire un petit peu sous une forme d'une table ronde, avec le regard que peut avoir le côté institutionnel. Qu'est-ce que l'on doit écrire avec les attendus de la commande institutionnelle. Et donc, nous irons voir du côté de M. Méo pour avoir des conseils de ce point de vue-là. Un aspect après aussi qui n'est pas neutre, c'est tout ce qui relève des processus et mécanismes d'apprentissage. Parce qu'effectivement, euh, si la méthode 6C est là pour faire un état des lieux, elle ne dit pas tout. Et notamment, elle ne renseigne pas ce qui a été vu par l'observateur, notamment sur du point de vue des mécanismes d'apprentissage. Et nous irons voir aussi du côté donc, de Paulo Battista pour tout ce qui concerne la mise en forme, les conseils rédactionnels. Ça va pour vous? Et donc ça, Ça va pour moi. voilà, parfait. Merci. Et donc tout ça, ça nous projette un petit peu pour
le travail que vous aurez, donc l'évaluation, qui nécessairement va se rapprocher d'un travail tel que vous l'avez fait déjà avec Madame Gestria, on l'avait fait aussi sur le précédent séminaire. Et là, on va vous demander d'ici le 30 mai de réaliser une observation de test avec un collègue dans votre établissement. Et donc l'objectif serait donc de rédiger un compte rendu de visite en supposant qu'il s'agit d'une demande institutionnelle, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller voir un collègue où l'institution s'interroge sur ses pratiques et donc vous demande votre avis, votre point de vue. Ça serait l'occasion aussi de tester les outils d'évaluation développés sur la branche changée. Vous voyez qu'on ne va pas vous demander d'exploiter la méthode 6C dans son intégralité, mais être dans le prolongement des travaux que vous avez pu mener cet après-midi, on y reviendra tout à l'heure. Ça serait peut-être aussi l'idée de soumettre une exploitation du sketchnote, mais bon, je l'ai mis en facultatif. Et on vous demandera aussi d'exprimer un petit peu votre retour d'expérience, mais sous une forme audio. Vous l'aviez déjà fait l'an dernier. Et on terminera ces travaux, il serait intéressant de les terminer avant le 30 mai, de telle manière que ce travail-là serve quelque part de répétition, de préparation à l'une de vos épreuves que vous aurez à faire au mois de mai. Si Jean-Pierre, Franck ou Polo, vous aurez quelque chose à rajouter. Non, rien de particulier pour le moment, non. Rien de particulier. Ouais. Donc, ce que je vous propose, j'ai pris trois exemples de vos travaux que vous aviez à réaliser. Donc, vous étiez sur une observation de Madame Gestria. Vous aviez 5 capsules vidéo qui représentaient 11 minutes de cours de séance sur 55. Et vous aviez donc 2 objectifs. La première, c'était de réaliser un compte rendu de 600 mots maximum. Et puis l'autre, qui était d'essayer de relever des indicateurs et des observables. Et dans les productions que l'on a reçues, en fait, on a eu 2 tendances. Certains ont mis davantage l'action, je dirais le paquet, le plus d'intervention sur la partie indicateur et observable, tel qu'on peut l'avoir là, avec une mise en forme assez synthétique, avec là dans l'exemple ici, la personne a choisi, mais pas forcément là on est sur une production qui peut-être un mélange entre les deux. En tout cas, elle ne répond pas explicitement à la commande. Parce qu'on ne retrouve pas dans la présentation que fait la personne. Alors, par déduction, on peut considérer que ce qui est souligné, c'est l'indicateur, mais c'est marqué observation, observation. Et on pourrait considérer que les tabulations sont les observables. Mais en tout cas, là, donc de mémoire, c'est le travail de Giorgio. Donc, s'il réécoute cet audio, il faut être bien au fait de respecter la commande qu'il vous est faite. Si on vous demande d'identifier des indicateurs et des observables, on doit pouvoir retrouver dans votre document de réponse. Là, en l'état, ça manque de précision, c'est-à-dire la personne qui vous relie est obligée d'essayer de comprendre quel a été votre cheminement. Donc, premier point ici, à faire attention. Ce travail aussi est intéressant par rapport à, je dirais, et ça peut-être M. Méo y reviendra, dans une dimension un petit peu institutionnelle. C'est-à-dire que si un formateur, un tuteur de Annecy Rabais ou de Thierry ou de Larobia, il faudrait éviter autant que faire se peut que chacun ait sa pratique. Parce que peut-être les enseignants se déplacent ou pas. Le fait d'avoir une méthode commune avec la méthode 6C vous permettrait justement d'avoir une pratique qui soit uniforme. Et donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un outil comme ça qui soit
coopératif et collaboratif, au sens que un tuteur ou un formateur, qu'il soit de ces différents établissements, a un discours qui est commun, du point de vue notamment des observations. Là, on voit que Giorgio a pris observation des faits, des gestes. Oui. Quelqu'un veut intervenir? Non, on te laisse travailler. Donc là, il a pris le parti pris de faire des gestes, de la position dans la classe, des consignes données aux élèves. Ça aurait été intéressant peut-être de rattacher ça sur l'une des 6 branches. En l'occurrence, là, vous étiez sur cette branche changée. Donc, faire attention de bien respecter la demande qui vous est faite. Une autre approche qui est là proposée par Kaolina, qui est intéressante dans le sens où on a un graphique. On a déjà une disposition, on a une information nouvelle qui est intéressante. On voit le bureau, on voit la position, donc on a le mobilier. Peut-être il manque la position de l'enseignante, en tout cas ce travail est intéressant. On a une information aussi intéressante du point de vue des outils. Et après, l'orientation qu'a pris Kaolina, c'était d'avoir plutôt un déroulé, je dirais, au fur et à mesure des capsules. Donc là, j'ai pas tout mis sur sa production, mais on n'a pas une approche synthétique telle qu'on a vu précédemment. Mais là, on a développé, vous voyez, après 7 minutes, après 10 minutes, après 42 minutes. Donc c'est une autre approche. On a aussi une approche intéressante tout en haut, la partie en rouge, où on a la personne qui observe, la personne observée, le lieu, la date, la durée de l'observation, le nombre d'élèves présents. Donc là, on a une approche qui répond donc à la demande en termes, je dirais, d'un compte rendu. Bon, après, sa production aussi était on avait des indicateurs et des observables. Donc là, un travail qui peut être aussi une piste pour vous, intéressante à développer. Oh, j'ai un peu de recul. Bon, j'en avais prévu une troisième. Elle n'apparaît pas. Voilà, si elle est là, je reviendrai. Et le troisième, c'était donc le travail de Honja, qui lui a une approche aussi différente. Il fait, lui, son parti pris, ça a été il y a 5 capsules, et en fait, il ne fait pas en détail capsule par capsule, mais il va relever, je dirais, des points saillants qui sont soit des invariants, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve souvent, ou ce qui ressort de ce travail-là. Et donc là, son approche, lui, a été de repérer 3 points. Pour lui, il y a la posture, méthode et technique d'animation que donc le formateur adopte, donc là c'est l'enseignant, l'interaction du groupe ou de la classe, ses relations, ainsi que les postures pendant l'activité, et l'organisation de la séance avec optimisation du contexte. Donc là aussi, on a un aspect qui est intéressant, dans le sens où la personne qui accompagne ne dit pas forcément tout ce qu'il a vu, mais va repérer les points saillants. Et donc là aussi, ce qui serait probablement intéressant, après, ça sera de rattacher ça avec la méthode 6C. Donc voilà, on vient de voir trois exemples, 3 méthodes de possibilités de compte rendu. Et je vais laisser un petit peu la place donc à mes collègues pour dire un petit peu, écouter, dire quelle est leur approche. Et donc je répète les 3 volets. Le volet institutionnel par M. Méo, par Franck Tanguy, tout ce qui va relever des mécanismes d'apprentissage et processus, et puis par Paulo Battista, la mise en forme, les conseils rédactionnels. Voilà.
Bon, on commence par l'institution donc. Allez, c'est parti. L'État, c'est moi. Allez. Bon, rebonjour à tous. Oui, alors moi, dans ma qualité d'inspecteur, je suis emmené donc régulièrement à faire différents types d'évaluations, évaluation au sens littéral du terme. Donc, déjà, quand on va effectuer un rapport, ce rapport, bon, il faut toujours se souvenir que ce rapport va être lu par la personne. Il n'a aucune utilité et aucune valeur, je dirais, légale si ce rapport n'est pas lu. Donc, quelque part, ce rapport aussi, il est opposable. C'est-à-dire que dans le sens du terme où la personne, en fonction de ce qui a été constaté, vu, dit, marqué dans dans ce rapport, peut éventuellement opposer une réponse et je pense que démocratiquement, c'est la meilleure position. C'est-à-dire que chaque fois que vous ferez un rapport, ce rapport sera vu par la personne et quelque part, cette personne pourra y répondre. Après, quand je fais, donc moi, si je dois citer tous les différents types d'évaluations que je peux faire, il y a ce que l'on appelle un bilan de parcours. Actuellement, nous, pour nos enseignants, il y a quatre visites qui peuvent être effectuées dans le parcours professionnel de l'enseignant. Et là, en fait, quand on va évaluer la séance et on va évaluer aussi, si on peut dire, son évolution sur une période donnée. Après, il peut y avoir les visites de titularisation, de stagiaires, où là, on va émettre un avis et on va positionner la personne par rapport à des attendus. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut avoir? Je peux aussi faire des inspections à la demande de ma hiérarchie suite à des dysfonctionnements. Après, je peux aussi faire des visites d'accompagnement à la demande de la personne. C'est-à-dire que la personne veut avoir un regard extérieur et souhaite, je dirais, que pouvoir discuter de sa posture et de son enseignement. Après, qu'est-ce qu'on peut retrouver encore? On peut aussi faire des évaluations sur des points précis. Rechercher, par exemple, vouloir faire un diagnostic au niveau d'un territoire sur tel ou tel dispositif, sur telle ou telle pratique aussi d'enseignement. Nous, les dernières que l'on a pu faire, par exemple, on a eu des demandes sur la pédagogie inversée, des choses comme ça. Donc, vous, dans le rapport, ce qu'il y a d'important, c'est toujours de rappeler le contexte de l'observation. Donc, le contexte de l'observation, et dans ce contexte-là, en fait, on définira le pourquoi de cette évaluation. Qui est à l'origine de la demande? Éventuellement, qui aura accès à ce document au-delà de la personne qui est évaluée. Ensuite, dans les logiques de contexte, eh bien, s'il y a un contexte particulier, eh bien, comme on est dans une institution, le texte de référence, vous, par exemple, à Madagascar, depuis 1 an ou 2, vous avez un référentiel des métiers du professorat et de l'éducation. Donc là, vous avez les compétences de l'enseignant. Donc, tout ce contexte-là, il est à préciser. Après, il est important aussi de rappeler le contexte de l'observation. Je voyais dans les documents, alors la façon de le représenter peut être différente, mais vous pouvez retrouver le positionnement, la salle, les moyens, les équipements. En fait, on retrouve le qui, quoi, ou quand, comment. Dans quel contexte. Après, bien entendu, pour pouvoir appuyer votre propos, il y a tout le travail sur le factuel. Là aussi, je reviens, dans une institution, ce rapport, il peut être opposable. Donc, quand vous allez écrire votre rapport, vous allez toujours effectuer un descriptif. Alors, la forme du descriptif, ça peut être un long déroulé et après on passera ou à une conclusion, à un avis ou à des conseils. Ou alors, au fur et à mesure, dans le texte, à partir du factuel constaté, et là, le travail sur les verbes d'action que vous avez fait avec Patrick est très important, parce que, en fait, on va exclure des termes je pense, je suppose, je suppute, etc., etc. C'est, en fait, je constate.
Donc, l'enseignant fait ça, ça et ça. Les élèves font ça, ça et ça. Ou ils font ça ensemble, etc., etc. Voilà. Après, à partir de là, il y a un temps d'analyse. Alors, dans l'analyse, là aussi, euh, on va, euh, on va proposer, si on peut dire, un certain nombre de pistes. Mais selon la focale d'observation, du moins la focale d'observation et surtout l'origine de la demande, euh, vous allez donner des conseils ou non. Moi, quand j'évalue un stagiaire en fin d'année pour sa titularisation, je ne lui donne aucun conseil. C'est comme ça, c'est la norme. C'est-à-dire que mon rapport à partir du factuel, je fais mon analyse et je dis, si je résume globalement, sur telle compétence, il a atteint le niveau ou il l'a pas atteint, etc. Et à la fin, j'émets un avis. Si c'est une visite conseil, à partir de là, je vais donner des conseils, essentiellement. C'est pour ça, on peut donner des conseils ou pas, selon l'origine de la demande. On peut faire une conclusion ou pas. Et quand je dis ou pas, c'est pas le cri du marsupilami. Hein. Il faut se poser la question à chaque fois quand on se positionne. On peut faire aussi une analyse globale de la pratique ou pas. Donc, et à chaque fois, il faut revenir aux logiques que l'on vous a définies, parce que vous, en amont, ce qu'il faut bien déterminer en fonction de votre demande, en fonction de la demande institutionnelle, parce que à chaque fois vous êtes dans un cadre institutionnel, c'est pas vous qui définissez un certain nombre de choses. On a travaillé avec une université, vous voyez, et à un moment, les gens vont dire, on regarde quelle est la tenue de l'enseignant. Alors, la tenue de l'enseignant, ça veut dire quoi? Est-ce que la bonne tenue, c'est celle de Jean-Rémy avec une chemise col ouvert et un costume? Est-ce que c'est celle d'Anja en chemise à carreaux? Est-ce que quelle est la bonne tenue? Donc là aussi, il faut revenir à la notion indicateur, observable et critère. Voilà. Euh, en conclusion, et je laisse après la parole à mes collègues, à chaque fois, c'est quel est le référent de l'observation que je souhaite faire. Donc, quelle est l'origine de la demande? Quelles sont, je dirais, les conséquences du document que vous allez proposer? Si c'est une visite d'accompagnement, ça peut être juste un retour à l'enseignant, ça peut être un retour à sa hiérarchie, ça peut être un retour pour analyse globale à l'institution. Donc, à chaque fois, il faut véritablement revenir au contexte de la demande. Donc, euh, il faut aussi que de votre rapport, vous, quand vous allez faire un certain nombre de rapports, il faut commencer à réfléchir, puisque vous êtes formateur, à comment est-ce que je vais tirer de ces rapports des besoins en formation, des besoins pour soutenir une politique locale, une politique nationale. Voilà, je dirais en résumé, le contexte, du moins la logique quand vous êtes dans un contexte institutionnel. Et vous, en tant que formateur, vous aurez toujours à combattre, si on peut dire, mais on ne pourra pas faire autrement, la double casquette de la personne qui vient aider et accompagner et la personne aussi qui rentre dans la classe et qui va apporter un regard critique. Et à chaque fois, l'enseignant, et vous, si vous avez quelqu'un qui rentre dans vos classes, vous avez d'un côté la volonté que ce soit constructif, et de l'autre côté, la hantise de la critique. Donc, il faut toujours penser aussi à ça quand vous rentrez dans une salle. Vous aurez toujours cette double casquette, une casquette de, si on peut dire, d'accompagnateur et une casquette d'espion. Et ça, vous pouvez lutter comme vous le voulez, mais vous-même, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous êtes évalué? Oh, il y en a qui regardent à droite, à gauche, voilà. Donc, et cette mission-là, c'est donc toujours important de la ramener au référent et d'expliquer à la personne qu'est-ce que je vais venir faire, qu'est-ce que je vais venir voir, quels sont les éléments que je vais transmettre et à qui. Voilà.
Voilà sur la vision institutionnelle. Je laisse la parole. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, euh, à propos du commande institutionnel, Hmm? Ça fait 2 ans passés, nous avons fait des missions à Majunga. Hmm. C'est envoyé par le ministère. Hmm. Lorsque nous arrivons à l'établissement, monsieur le directeur régional dit qu'il n'est pas au courant. Hmm. Alors que c'est monsieur le DG du ministère qui nous envoie. Hmm. En ce moment-là, heureusement, nous avons des astuces, des méthodes pour contourner la vision du directeur. Vous arrivez ici alors que nous, en tant que formateurs, nous avons avisé Madame la proviseur du lycée technique. Donc, à propos du commande institutionnel, c'est très important d'identifier l'origine de la demande. Juste une fois que nous avons trouvé ça, mais monsieur le directeur nous dit que vous travaillez sur quelle administration? Mais nous avons excusé auprès de lui. Comme tout à l'heure, vous avez dit, où est l'origine de la demande? Ça, c'est très important. Nous avons déjà vécu ça. C'est difficile à résoudre. Alors, là, il y a 2 postures à avoir, 2 postures professionnelles à avoir. Il y a la posture, déjà, je dirais, diplomatique. Quand on arrive dans un établissement, effectivement, on n'arrive pas en pays conquis. Si une personne n'est pas informée, on ne remet jamais en cause sa parole, mais après, on la recontextualise. Voilà. La deuxième chose, vous êtes missionné par le ministère dans ce cadre-là. Cette mission, bien entendu, selon le cadre de référence du ministère, il y avait vocation à informer l'établissement. Donc, vous avez fait votre travail et vous avez un référent, si on peut dire, historique dans l'information que vous avez fait. Après, le ministère, toute institution, elle passe par l'écrit. Donc, si vous avez été missionné, vous devez avoir un ordre de mission. Et cet ordre de mission doit préciser, si on peut dire, le contexte de votre mission et son étendue. Et ça, c'est primordial. Une administration ne travaille que par son écrit. Pour faire une taquinerie, on n'est pas sous l'arbre à palabres. Ce n'est pas une réunion de joyeux drill qui débarque dans un établissement pour voir s'il est fait beau. Donc, l'administration doit vous remettre un ordre de mission. Cet ordre de mission, il a plusieurs vocations. Définir quelle est la mission justement du missionné. Deuxième point, il y a aussi un autre cadre, c'est un cadre de protection pour vous qui justifie votre statut. Troisième cadre, c'est aussi quelque chose qui, ayant lancé la mission, vous donne un certain nombre de droits afférents, par exemple le remboursement des frais de déplacement, etc., etc. Donc, chaque fois que vous rentrez dans ce cadre-là, il est très important que votre institution vous missionne par écrit de l'objet de l'activité que vous allez mener. Et vous, à chaque fois, il faut vous repositionner dans ce cadre institutionnel. Voilà. Donc, qui fait la demande, pourquoi faire, etc. Et quels sont les droits et devoirs afférents. Voilà. Après, si un membre intermédiaire de la hiérarchie, là, dans ce cadre-là, le représentant régional n'est pas informé, vous lui transmettez parce que quelque part, c'est la hiérarchie de l'établissement.
Vous lui transmettez ces éléments et après, vous le renvoyez à vos hiérarchies. Mais quelque part, alors, je ne connais pas finement la réglementation malgache dans les établissements, mais le représentant de l'autorité dans l'établissement, c'est le chef d'établissement. Donc, lui doit être informé. Or, si votre hiérarchie vous a demandé de venir de façon impromptue. Nous, on a un cadre légal pour un certain nombre d'écoles où on n'a pas légalement à informer l'établissement de notre venue. Voilà. Alors après, quand c'est comme ça, je vous avoue, on n'y va pas pour rigoler hein, non plus. Très rapidement, quand si moi demain je viens voir Jean-Rémy sans le prévenir pour contrôler son travail, c'est que en fait ce que je vais rechercher c'est des manquements importants à la réglementation. Voilà. Donc à chaque fois, il faut revenir quel est le référent de mon action. Qu'est-ce qui encadre cette action? Qu'est-ce qui la légitime? D'autres remarques?